Bonjour à tous, bienvenue pour la séance 28 en Python avec ce nouveau cours concernant la programmation asynchrone. Si c'est quelque chose qui ne vous dit rien du tout, ça tombe bien, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout dans le détail ici et vous allez voir un peu l'importance et l'intérêt que ça a au niveau de la programmation. Alors on va se resservir notamment de la gestion du temps, ce qu'on avait fait avec le module time, il y a des petites choses qui vont nous servir par rapport à cette vidéo pour des petits cas d'exemple que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Alors par défaut, vous savez, vous avez appris en tout cas à programmer de manière générale avec une programmation dite impérative ou alors programmation objet éventuellement, mais en tout cas qui a une utilisation séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va réaliser, donc notamment ici dans le cas de Python, l'exécution de notre programme de haut en bas, d'accord, du début à la fin. On va prendre un exemple très simple. On va créer par exemple deux fonctions, donc je vais faire genre un process1, d'accord, et j'en vais faire un deuxième. Donc imaginez deux fonctions qui vont réaliser deux tâches différentes, donc même moi elles seront similaires parce que pour l'exemple ça va être beaucoup plus pratique pour vous, mais vous pourrez imaginer deux fonctions complètement différentes. Donc on va juste faire ça, on va dire tant que i plus petit que 3, tu fais un prime de... Voilà, ce genre de choses. Ensuite il va faire un time, alors ça on va l'importer du coup, ce que j'avais dit, on va réutiliser un peu la gestion du temps, donc import time. Et on va faire un slip de 0.3 secondes, ce sera bien. Et là on n'oublie pas bien sûr d'incrémenter. Je reprends exactement le même code parce qu'encore une fois pour simplifier la vidéo, on va partir sur des fonctions qui sont les mêmes, mais qui en revanche n'affichent pas la même chose. Et là, on les exécute comme on a toujours appris à faire en appelant les fonctions. Bon, je suis allé un petit peu vite, mais c'est des choses normalement que vous connaissez bien. Donc deux petites fonctions qui exécutent un certain traitement, bon, moi elles affichent quelque chose de différent, histoire d'avoir un visuel en tout cas, pour pouvoir comparer, et on appelle ces deux fonctions dans un ordre choisi, donc la 1 et ensuite la 2, et on va tester à l'exécution. On y va, voilà au niveau résultat ce que ça nous donne. Donc on se rend bien compte que nous avons d'abord le processus numéro 1 qui s'exécute et ensuite le numéro 2. Ce qui est logique, c'est ce qu'on appelle de la programmation séquentielle, c'est-à-dire que l'interpréteur de Python va lire l'exécution du fichier de manière séquentielle, donc il va commencer par ici, d'accord? Il va définir les fonctions, pas de problème, enfin importer le module, pour être exact ici, il va définir nos deux fonctions, ensuite on lui demande d'exécuter process1, ce qu'il va faire, donc vous voyez il le fait effectivement, et il termine ensuite avec process2. Si jamais je veux afficher les croix avant les ronds ici, je serai obligé bien évidemment d'inverser l'appel des deux fonctions. Ça c'est la base au niveau de la programmation. Et là évidemment, en faisant ça, on a bien évidemment les choses qui sont inversées. C'est de la programmation séquentielle, c'est ce que vous avez appris à faire jusqu'à maintenant. Admettons maintenant que j'aimerais pouvoir exécuter, et là ça peut être justement un cas, rien ne m'empêcherait d'exécuter ces deux fonctions en même temps, d'accord, de manière dite parallèle, c'est-à-dire que process1 il fait qu'afficher des ronds, l'autre il n'affiche que des croix, il ne se gêne pas, d'accord, il n'y en a pas un qui va empêcher l'autre, donc pourquoi il ne fonctionnerait pas de manière parallèle? Et pour cela nous allons justement utiliser les threads, et les threads, donc tout simplement la programmation parallèle, avec un module, le module threading de Python, pour pouvoir créer des threads que nous allons fixer ensuite à chacune de nos fonctions, d'accord? Chaque fonction sera liée à un thread qui du coup pourra s'exécuter et faire le travail qui lui est demandé. Donc on y va, on importe ce module, import threading, voilà, et on va pouvoir créer nos threads à ce niveau-là. Donc la création, et pour ça que vous savez que Python à ce niveau-là est très simple, c'est-à-dire qu'il est très simple à mettre en place tout un tas de choses, même qui sont pourtant très complexes derrière, c'est qu'on va pouvoir faire ça en quelques secondes à peine. On crée un premier thread, et on va ici créer instancier un objet de classe thread, c'est-à-dire que dans ce module threading, nous avons une classe thread, tout simplement. Donc on fait threading, et on va instancier l'objet. Alors je rappelle que moi j'ai cette syntaxe là parce que je préfère bien avoir tout le visuel pour savoir que thread appartient bien à threading et pas d'ailleurs, mais si vous voulez le masquer, rappelez-vous, vous pouvez toujours faire ceci, import thread, et du coup vous n'auriez plus qu'à faire ça, d'accord, évidemment. Donc ça c'est vous, il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre, c'est vous qui voyez selon vos préférences et selon vos habitudes de programmation. Alors cette classe thread, donc le constructeur en l'occurrence, il prend tout un tas de paramètres. Il prend un groupe donc un groupe de threads, mais nous ça ne nous intéresse pas donc je peux en parler. Il va prendre la cible d'exécution, donc c'est-à-dire sur quoi il va se lier. Donc nous ça tombe bien, notre cible ce sont quoi? Ce sont des fonctions. Donc je vais le passer avec les arguments nommés, donc target, et je vais mettre process1 pour celui-là. Je vais faire un copier-coller pour créer un second thread, donc on se trompe pas, on met bien th2 ici, et là c'est tout.
On a d'autres valeurs qu'on peut mettre, on peut donner un nom au thread, d'accord, avec l'argument name. Sinon, le nom sera, normalement c'est thread, il met un thread tiré et un numéro de thread. Donc là, il mettrait thread-1, thread-2, etc. Jusqu'à autant de threads que vous faites. Mais vous pouvez mettre un nom si vous avez besoin de les nommer pour les retrouver plus facilement. Moi, je ne vais pas m'embêter avec ça. Ça peut prendre bien sûr plein d'arguments. Vous savez, les args qui est un tuple et le kwargs qui est un dictionnaire. D'accord. Donc ça, c'est des choses que si vous avez vu la vidéo sur les fonctions, vous devez savoir comment ça fonctionne. Donc évidemment, cette classe prend ce type d'argument si vous le voulez. Donc n'hésitez pas à vous en servir éventuellement si besoin. Mais pour la vidéo ici, pour pas surcharger, ce sera en tout cas suffisant. Voilà au niveau de la sim. À partir de là, maintenant que nos objets sont instanciés, on va pouvoir démarrer les threads. Donc pour le faire, il suffit d'utiliser la méthode start. Alors on peut mettre dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez mettre th2.start avant le th1, peu importe, de toute façon ils vont s'exécuter en parallèle. Et ça, c'est pas suffisant. Les threads ont également besoin de bloquer l'exécution séquentielle du programme, c'est-à-dire par exemple si je fais ça, j'ai un print ici. Voilà. Je veux que, évidemment, ce print s'affiche une fois que les threads auront terminé leur travail. Donc il va falloir bloquer l'exécution séquentielle pour que les threads fassent en parallèle leur traitement avant de poursuivre l'exécution séquentielle de notre programme. Donc pour ça, on fait toujours un join pour chacun des threads. Donc ils vont s'attendre chacun l'un et l'autre. Ils vont attendre que tous les deux soient terminés, que les deux threads aient fini leur travail avant de poursuivre l'exécution de notre programme. Donc ça, c'est super important. Vous voyez, c'est très simple en termes de code. On crée des threads, on les démarre et on les fait attendre l'un et l'autre. C'est vraiment aussi simple. En 6 lignes, vous avez fait la chose, donc c'est vraiment très facile. Et à partir de là, on y va. Voici l'exécution qui se passe. Donc on voit bien 0xx 00x. Si je réexécute 0x 0x 0x, vous voyez que l'ordre d'apparition change, puisque évidemment les threads vont travailler de manière parallèle. Ils vont pas se gêner ou se bloquer l'un et l'autre, ils font leur petit travail chacun dans leur coin en même temps. Et pourquoi vous voyez que l'ordre diffère? Tout simplement, et ça je vous en avais parlé, que la gestion du temps en fait n'est pas exacte à 100%, d'accord? Quand vous faites par exemple, vous demandez une pause de 1 seconde, en réalité elle fait plus ou moins 1 seconde. Donc ici peut-être que le slip de 0,3 secondes, il a été plus petit que celui-là ou inversement, ce qui explique du coup ce changement d'ordre aussi. N'oubliez pas que les temps processeurs, donc temps d'exécution, sont pas exacts à 100%. Quand vous demandez 1 seconde, ça fera pas pile 1 seconde vraiment, 1 seconde atomique, ça fera plus ou moins à quelques petites marges, à une petite marge d'erreur près 1 seconde. Donc on a du coup un ordre différent. Donc là vous voyez qu'effectivement on n'a pas besoin d'attendre l'un et l'autre, ils s'exécutent effectivement en parallèle. Donc ça c'est plutôt sympa. On voit bien que les processus se font chacun dans leur coin et en même temps. Donc on a bien cette programmation dite asynchrone. Donc ça c'est pratique si vous avez par exemple 2 traitements qui peuvent fonctionner tous les deux ensemble parce qu'ils feront pas, ils font tout simplement deux tâches différentes. On peut imaginer, je sais pas moi, un programme où vous avez une fonction qui va trier des données et une autre qui va enregistrer des données triées. Plutôt que d'attendre que tout soit trié avant de les enregistrer, vous pouvez très bien commencer à enregistrer ce qui est déjà trié au fur et à mesure. Vous voyez, ça se fait à la volée. On enregistre à la volée ce qui est trié. Et du coup, vous pourriez faire un thread pour chacune de ces fonctions et avoir ça qui se fait de manière parallèle. Dans un jeu vidéo, si on prend un autre exemple, on peut imaginer par exemple un thread qui s'occuperait de déplacer, donc faire l'animation d'un personnage, et un thread qui s'occuperait de gérer la musique. Vous n'allez pas attendre que votre personnage a bougé avant de démarrer une musique, ou inversement, vous n'allez pas attendre que la musique de votre jeu soit terminée avant de faire déplacer votre personnage. Ce serait d'ailleurs très problématique en termes de jeu vidéo. Donc on va jouer la musique en même temps, en parallèle de gérer l'animation de notre personnage. Donc c'est là que les threads ont effectivement tout leur intérêt. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, c'était vraiment très simple à mettre en place. Et comme on a un petit peu de temps, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à vous montrer dans cette vidéo, on va améliorer un petit peu ça. On va revenir et réviser quelques petites notions d'avant, notamment l'héritage et la surcharge de méthode. Donc si vous avez des petits oublis là-dessus, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, à revenir sur la séance concernant l'héritage pour les classes avant de revenir ici pour que ce soit plus clair. Voilà comment nous allons procéder. On va créer, donc ça je vais le garder pour après, une petite classe que j'appelle MyProcess, puisque je suis évidemment très inspiré en termes de nom, et on va mettre la classe mère. Donc ici je rappelle que moi je mets bien le nom du module, voilà. La classe mère de MyProcess c'est threading.thread, donc on a bien ici une classe fille. On va surcharger le constructeur, évidemment, chose qui va être très simple, je vous rassure, donc on fait juste ça. On lui passe d'abord, donc il va falloir initialiser d'abord le constructeur de la classe mère, donc on y va, threading.thread.init. Donc évitez d'utiliser super parce que ça peut ne pas fonctionner, d'accord? Si vous utilisez cette syntaxe là, super
parenthèse, quelque chose comme ça. En plus moi comme je nomme ici directement le module, ça pourrait poser des soucis. Donc notez directement threading.thread.leinit. Moi comme je lui passe rien parce que je veux rien y mettre dans cette classe, parce que je veux pas compliquer les choses, on va rester comme ça. Et voilà pour le constructeur. Et là, par défaut, la classe thread a une méthode dite run. Elle s'appelle run et c'est une méthode du groupe qui va faire en fait le traitement, d'accord, de ce thread. Donc on va la surcharger aussi en définissant ici une méthode run. Et bien ça va remplacer la méthode run tout simplement de la classe mère, d'accord. On fait une surcharge de méthode comme je vous en ai parlé, comme je vous l'ai appris dans les vidéos précédentes sur cette formation. On lui passe juste l'instance, donc self de la classe, et on va pouvoir y faire nos traitements, donc ce genre de choses là. Je vire tout ça. Hop. Alors on a ça, et là, au lieu d'avoir ceci, on va lui dire, et ben on va lui passer l'information du thread. Donc on va faire threading, et je crois que c'est current thread. Donc ça c'est une fonction du module qui normalement renvoie les informations du thread. Donc on verra si c'est le 1 ou le 2 en fait qui s'exécute à ce moment-là. Voilà, une petite pause, et c'est bon. Et ici, bien évidemment, on n'a plus qu'à passer, pas tout ça, parce que rappelez-vous, maintenant on passe par notre classe, on lui passe myProcess. Donc on crée des instances de notre classe ici, qui héritent elles-mêmes de thread. Et le reste ne change pas, d'accord? Comme ça hérite, et bien effectivement, pour cette classe fille myProcess, en fait, start et join existent aussi. C'est juste que je ne les ai pas surchargées, puisqu'elles fonctionnent très bien au niveau de la classe mère. Donc pourquoi les changer? Ici, j'en ai pas besoin. Donc j'y vais, je peux laisser ça comme ça, et là, je retente mon exécution. Et voilà comment que ça se passe. Donc on voit du coup, vous voyez, ça c'est le nom du thread, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il met thread tiré et le numéro, un numéro, donc en fonction de l'ordre où vous les créez. Donc on a 1, 2, 1, 2, 2, 1. Et si je réexécute, on aura a priori un ordre différent. 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Voilà. Et comme vous en rendez compte, je ne l'ai pas dit, mais bon, ça va cool de source. Vous voyez qu'ici, la ligne fin de programme se fait bien à la fin, tout le temps, d'accord? Parce que je rappelle que la méthode join ici est bloquante. Les threads attendent d'avoir fini leur traitement avant de rendre la main au reste du programme, et donc à la suite de la lecture séquentielle. Donc ce print là sera toujours fait à la fin, après que les threads aient terminé leur traitement, toujours. C'est là l'avantage d'utiliser ces méthodes là justement. Voilà pour cette utilisation. Donc voilà, on a fait quelque chose d'un peu plus propre, un peu plus avancé en utilisant une classe. Ça vous a fait réviser un petit peu l'héritage, également la surcharge de méthode, donc c'est pas plus mal à ce niveau là. Et bah écoutez, pour la partie thread, c'est tout ce qu'il y a à voir, en fait, vraiment le plus important, d'accord? La création de thread, le fait de les lier à quelque chose, de les exécuter et qu'ils attendent chacun. Il n'y a pas besoin de voir plus de choses, en fait, vous avez vraiment tout le principal ici. Ce que je peux vous proposer en petit bonus, c'est tout ce qui concerne notamment les processus bloquants. C'est-à-dire que là, j'avais dit que join, justement, bloquait la suite de l'exécution du programme pour empêcher, par exemple, que d'autres choses viennent se mélanger et qu'il se passe voilà, tout un tas de choses bizarres qui rentrent en conflit alors que les threads sont en train de travailler. On peut créer pour cela ce qu'on appelle un verrou, d'accord? Il y en a peut-être qui connaissent le terme mutex, vous connaissez aussi peut-être les fameux sémaphores, ce genre de notions-là, qui permettent de verrouiller l'exécution d'une partie d'un traitement pour empêcher que les choses se mélangent. Imaginez, mais je pense que c'est un bon exemple, une entreprise, d'accord, où vous avez plusieurs employés qui utilisent la même imprimante. Souvent c'est une imprimante branchée en réseau, et vous avez par exemple l'employé A, d'accord, l'employé A qui va lancer une impression et l'employé B qui va en lancer une. L'avantage, comme c'est parallèle, ils peuvent lancer leur impression n'importe quand, d'accord? Ça va pas entrer en conflit l'un et l'autre, puisque ils peuvent demander au même moment, s'ils veulent, lancer une impression. Par contre, l'imprimante, il est quand même plus pratique, plus optimal qu'elle imprime d'abord, par exemple, toutes les feuilles de l'employé A, admettons, avant d'imprimer les feuilles de l'employé B. Parce que si elle fait tout n'importe comment dans le désordre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va imprimer la première feuille du document de l'employé A, et la première feuille du document de l'employé B, puis la deuxième feuille du document de l'employé A, la troisième, et à nouveau la deuxième de l'employé B, et à la fin ils vont se retrouver avec un paquet de feuilles mélangées entre les deux. Alors ils multiplient ça par le nombre d'employés dans une grosse entreprise. Vous pouvez imaginer un petit peu le bazar que ça serait en termes de gestion des papiers, donc ce sera assez compliqué. Pour ça, on peut du coup dire de mettre un verrou, c'est-à-dire que l'exécution sera effectivement parallèle. Par contre, au moment où on a un passage dit critique, d'accord, quand on a une zone critique dans un programme, dans un traitement, on lui dit à ce moment-là, on met un verrou, c'est-à-dire que je prends possession en fait du traitement et il va falloir que les autres attendent que mon traitement à moi est terminé avant de pouvoir prendre la main sur la machine. Donc entre guillemets, si les gens veulent recevoir leur feuille imprimé, ils vont devoir attendre que moi mon document est imprimé complètement, d'accord? Pourtant, ils auront pu demander l'impression en parallèle, d'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la programmation parallèle, mais en même temps, on peut mettre un verrou pour dire, bon bah là, chacun son tour, hein, il faut que les documents soient faits chacun leur tour, sinon bah ça va être la pagaille, tout sera mélangé.
Alors j'ai pas forcément d'exemple suffisamment parlant, d'accord, je peux pas vous mettre un exemple d'impression hein, qui serait assez explicite au niveau code, donc on va faire quelque chose d'un peu plus simple à ce niveau-là. Au niveau du run, on va déjà importer, enfin pas importer, on va en fait tout simplement créer notre verrou. Donc le verrou c'est la classe rlock je crois, et avec un R et un L majuscule, mais on verra, si je me trompe de toute façon il me le dira au niveau de l'exécution. Donc je vais le créer ici, je vais mettre mylock, parce que j'ai pas forcément de nom non plus. Et ça vient du module threading aussi, d'accord? C'est pas un autre module, c'est toujours le même. On va faire comme ça. Là j'ai créé un verrou, d'accord? Parce que je vais en avoir besoin, je vais m'en servir. J'aurais pu le créer dans myprocess ou autre, hein, mais je le crée ici, histoire que ce soit simple, accessible partout. Et là on va pouvoir du coup faire la partie ici. Donc je fais mon initialisation, je prépare ma boucle, et c'est quel endroit où je veux pouvoir justement bloquer l'opération, et bien ça va être à ce niveau-là. Alors on va changer le code, on va peut-être changer tout ça. Ouais, on va changer ça. On va mettre ceci. Alors j'avoue, je sais pas si on verra vraiment la différence, que je dis encore une fois, c'est pas évident de mettre un exemple suffisamment parlant, mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et on va faire for lt in letters. Et qu'est-ce qu'il affiche? Et bien il affiche une lettre, tout simplement. D'accord? Je pense que l'exemple ici est clair. Oui. Ça c'est bon. Et ensuite il va faire un petit time.sleep de 0.3 par exemple. Et là du coup on lui fait ça ici. Voilà, je pense que ici au niveau de l'exemple on est bien. Donc on a bien fait l'incrémentation, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que si j'ai pas de point d'arrêt ça va être embêtant. Donc je vais vous montrer sans verrou, d'accord? Je vais même le mettre en commentaire pour montrer que le verrou là, il n'intervient pas. On va montrer l'exécution comme ceci. Voilà ce qui se passe. D'accord? Donc moi ce que j'aimerais qu'il m'affiche, c'est qu'il m'affiche ABC, ABC comme ça dans l'ordre. Le problème c'est que là, comme tout travaille en parallèle, bah, vous voyez que chaque thread en fait fait les choses n'importe quand. D'accord? Donc vous voyez ici on a A, B, C, C, A, bon là on voit pas trop de changements, ici ils ont l'air à peu près d'accord chacun. Pourquoi ils sont d'accord? Encore une fois parce que ici mon temps est le même pour les deux threads, il faudrait que je fasse genre une attente aléatoire pour que ce soit un peu plus réaliste, d'accord? Imaginez que sur un programme, les attentes sont pas toutes les mêmes pour chaque thread, elles sont aléatoires, donc évidemment chaque chose travaille de manière un petit peu quand il a le temps en fait, quand le système lui donne le moment à lui pour le faire pendant quelques fractions de secondes avant de repasser la main à un autre processus. Donc nous comme là on a programmé à 0.3, il est possible du coup qu'il se cale sur le même temps, donc voilà, c'est pas forcément réaliste à 100%, mais peu importe. Dans tous les cas on se rend bien compte qu'on n'a jamais ABC qui suit à la suite, d'accord? Et ça c'est un peu embêtant par rapport à ce qu'on veut faire. Donc pour cela on va utiliser un verrou. Donc le verrou, et là vous allez voir du coup la différence pour le coup, donc tant mieux au final ce sera suffisamment explicite, on va le mettre à ce niveau là. La partie qui est critique, donc celle où on veut pas qu'elle soit, ou la partie où on veut pas que ce soit qu'un thread soit dérangé par un autre, on va pouvoir la verrouiller. Donc je mets tout dans un with. Donc toute la partie, attention, à verrouiller. Encore une fois, ici le i plus égal 1, je suis pas sûr qu'il ait besoin d'être verrouillé. Donc je vais le laisser ici en dehors du verrou pour pouvoir laisser l'incrémentation se faire là. Et là je réexécute, et voilà. Et vous voyez que là on a bien ABC, ABC, ABC à chaque fois qui se fait dans l'ordre. Voilà. D'accord, donc je résume ABC, ABC, ABC. Après, les threads se font dans n'importe quel, peut-être que le ABC là c'est le thread 1, ensuite c'est le thread 2, encore thread 2, thread 1, etc. D'accord? Peu importe quel thread exécute la ligne, en attendant, au moment où ils font leur travail, ils le font du début à la fin sans être interrompus par l'autre thread. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous parlais tout à l'heure avec l'imprimante, c'est-à-dire que c'est le premier entre guillemets où il a été décidé qu'on allait s'occuper de sa tâche en premier. Le premier thread qui démarre, c'est lui qui fait sa tâche du début à la fin. Ensuite, l'autre, il peut directement le faire, pendant que le premier thread qui avait fait sa tâche, lui attend que le second ait fait ce qu'il avait à faire, etc. Ils se font comme ça de manière parallèle, mais quand ils ont pris la main sur l'opération, elle est faite jusqu'au bout sans qu'elle soit coupée en plein milieu. D'accord? Sinon, c'est un peu comme si, par exemple, vous imprimez une page, et puis qu'en plein milieu, l'imprimante, elle arrête l'impression pour aller imprimer le papier d'un autre. Et du coup, vous aurez que la moitié de votre page imprimée, parce qu'il doit démarrer l'impression d'un autre document de quelqu'un d'autre. Ce qui vous imaginez un petit peu le bazar que ce serait également. Voilà pour cette partie bonus concernant les verrous, donc au niveau d'ici de la gestion asynchrone, puisque ça peut fonctionner comme ça. J'espère que ça a été suffisamment clair. Malheureusement, dans ce genre de cas, c'est vachement parlant quand on les utilise sur des cas très poussés. Peut-être que quand on fera du web et du réseau, on aura l'occasion de réutiliser les threads de manière un peu plus, on va dire un peu plus concrète, et je pense que oui, de toute façon, avec les sockets, on va pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant avec ça, donc on verra.
Dans tous les cas, bon là j'essaie de vous faire un exemple assez basique pour que vous voyez un peu la différence avec ou sans verrou. Donc j'espère que c'était suffisamment explicite. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est le fonctionnement des threads, d'accord? Le fait de pouvoir fixer quelque chose ici au niveau des traitements pour pouvoir les gérer de manière parallèle, de manière asynchrone, sans que ça vienne par exemple voilà, se faire de manière séquentielle en faisant un traitement, puis le deuxième, etc. Donc là je pense que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre ça en place dans des petits programmes de test pour vous familiariser, avec l'utilisation des threads. Et puis on se retrouvera du coup pour les prochaines vidéos. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces petites choses là, ce que ça allait être utile, on va pouvoir attaquer un bon chapitre sur la partie web et réseau sur cette formation en Python. Mais j'espère que ça vous plaira en tout cas pour ce qui vous attend avec la suite de ce cours. À bientôt tout le monde avec le langage Python. Ciao.